Eh bien, nous voici revenus sur le plateau du GLPP avec Maëvana. Applaudissements pour Maëvana, ça va? Oui. Valentin Riffard, Jules Paris. Applaudissements pour tout le monde. Et Eduardo, ça va Eduardo? C'est bien, il ne parle pas. Hein, il a la tête dans la bouche. Alors, Eduardo, oui. Tu es donc chanteur, oui. écrivain, poète, peintre, activiste et italien. Oui, je suis napolitain, pour être exact. Oui. Enfin, je suis le plus grand poète vivant, mais personne ne le sait. Même pas toi, j'ai l'impression. Non, je le sais, moi. Ah, c'est les autres qui ne le savent pas. D'accord. Alors, tu as eu une célébrité éphémère en 1995. Oh, c'est éphémère, mais 25 ans après, je suis toujours là. Oui, mais laisse-moi terminer ma phrase. Tu as donc une célébrité éphémère en 1995 avec « Je t'aime le lundi ». Voilà. Une chanson que ça... Je t'aime le lundi. Tu connais cette chanson? Je t'aime le mardi. Je t'aime le mercredi. Oui. Et les autres jours aussi. C'est très très beau. Je t'aime en janvier, février, mars, avril. Mais c'est bon, Eduardo. Je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Tu vas pas faire comme Laurent Rouquier, qui m'invite chez lui dans son émission le jour de la Saint-Valentin, oui. Et qui me bloque tous les couplets. Et dans le montage, parce que c'était enregistré, il y avait seulement la moitié de la chanson. Mais moi, c'est en direct. Mais c'est pour ça que j'aurais dû la chanter jusqu'au bout. Tu penses que tu vas la chanter en entier chez moi, hein? Ah non, non. Bon, alors, tu arrives en France en 1985. Non, en 81. Bon, après, mais en 85, je m'installe, soi-disant, dans une chambre de bonne. Voilà, tu t'installes dans une chambre de bonne. Voilà. Mais tu n'as jamais travaillé et tes parents t'envoient de l'argent. Ah non, mes parents m'envoyaient l'argent parce que maintenant ils sont morts, malheureusement. Non, mais je te parle à l'époque, dans les années 80. À l'époque, avant Je t'aime le lundi, ils m'envoyaient l'argent, oui. Alors, Katia, ta petite amie russe de l'époque, te quitte. Voilà, elle me quitte, Katia. Elle était née à côté du Kremlin. Oui. Sa grand-mère avait travaillé dans le passé pour le KGB, enfin russe à 100%. Quoi. 100% russe, et alors c'est grâce à elle que tu as fait quand même... J'ai écrit Je t'aime le lundi pour la faire revenir, et malheureusement, à cause de Je t'aime le lundi, 2 ans après, elle est revenue. Oui, mais on s'est mariés, on a divorcé au bout de 7 ans. Heureusement, on a divorcé. Très bien. Alors, en 87, tu sors un premier album, c'est ça? Oui, parce que Je t'aime le lundi est sorti en 96. Très bien. Et le premier album, ça s'intitulait sobrement, l'album est sorti en 97. Oui, ok. Donc, tu sors un roman autobiographique aussi? Oui. En fait, tout ce que j'ai sorti n'a pas marché, sauf Je t'aime le lundi. Ouais, mais tu t'en fous, tu continues. Je m'en fous. Tu t'en fous, tu continues à sortir des trucs qui marchent. Je n'ai rien à foutre. Oui, oui. De toute façon, j'ai une page Wikipédia, je suis assez connu. Alors, tu te portes candidat à l'Académie française? Voilà, regarde, comme je ne pouvais pas mettre de t-shirt, celui-là, je vais te le montrer. Là, je suis candidat. Là, vous voyez là, je l'ai marqué, là, je suis candidat. Oui. Depuis une semaine, je suis candidat à la... Attends, il y a une ligne au milieu, on ne la voit pas, regarde. C'est beau, hein? Oui, c'est très, très beau. Et je suis candidat au fauteuil 19, le fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Très bien, mais ça fait combien de fois que tu es candidat? 16 fois. 16 fois. Et tu as toujours été recalé? Mais bien entendu, parce que mon but, c'est de battre le record de candidature d'Émile Zola qui n'a jamais été élu. Ah bon? Tu savais ça qu'Émile Zola n'a jamais été élu? Non, mais la plupart des gens ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est l'Académie française. C'est des ignorants. Bon, c'est des ignorants. Lettre ouverte à François Hollande. Hein? Oh, ça c'est un vieux truc. J'avais demandé à François Hollande de devenir français. Et alors il a accepté ou pas? Pas seulement ça n'a pas marché, mais 2-3 ans après, il voulait me foutre dehors de la France. Pour quelle raison? Pour une histoire Kafka, comment on dit, Kafkakienne, un truc comme ça. Un truc abominable. Ouais. Un truc abominable. Mais finalement, j'ai eu gain de cause. Je ne suis pas français, mais je ne suis pas resté en France. Quand même, je suis italien. Tu écris un poème par jour depuis 2015? Voilà, depuis le 15 juin 2015, j'écris un poème par jour sur un blog qui s'appelle Les poèmes tout nus. Les poèmes tout nus. Voilà. Et tu trouves l'inspiration pour écrire un poème par jour? J'ai des poèmes écrits à l'avance. Ah, mais c'est des poèmes très très courts. Le poème que je t'ai lu tout à l'heure. Sur Belleville. Sur Belleville. Il est assez long. Moi, en général, mes poèmes font 2-3 lignes. Mais attention, ce n'est pas des haïkus. Hein. Très bien. Les gens me prennent pour un con, mais moi, je suis un grand poète. Bien sûr. Mais je m'en fous. Je préfère que les gens continuent à penser que je suis un con. Finalement. Quand tout le monde pense que tu es con, non? Non, les gens le pensent. Ah oui. Oui, donc tout le monde. Tout le monde, je m'en fous. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. D'accord. Alors aujourd'hui, tu sors un nouveau titre.
qui s'appelle la Tsar Bomba. La Tsar Bomba, c'est marqué ici, j'ai même le flyer. Je vais bientôt faire des affiches. La Tsar Bomba, comment est né la Tsar Bomba? Un jour, je me réveille. Il se pose des questions lui-même, il pose la question et il répond. Non, parce qu'il faut l'expliquer, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la Tsar Bomba. C'était un lundi, comme par hasard, je t'aime lundi, bon, c'est toujours un lundi que se passent des choses dans ma vie. Et alors, je tombe sur un site internet qui me parle de la Tsar Bomba. Je n'étais pas au courant, qu'est-ce que c'était. Alors, en effet, qu'est-ce que c'est la Tsar Bomba? La Tsar Bomba, c'est une bombe que les Soviétiques ont construite dans les années 50. C'est une bombe qui est longue 8 mètres. C'est-à-dire que si Poutine t'envoie une bombe normale sur Paris, il va y avoir 5 arrondissements qui sont détruits et 120 000 morts. Mais s'il décide, et il peut le décider vu qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, s'il décide d'envoyer sur Paris la Tsar Bomba, tous les arrondissements de Paris vont disparaître et il n'y aura pas 120 000 morts comme avec la bombe normale. Avec la Tsar Bomba, il va y avoir 6 millions de morts. Ah, c'est sympa, hein? Alors je me suis dit, avec un sujet si grave, peut-être on peut faire une chanson drôle. Voilà, ben on va la regarder ta chanson. On va la garder. Allez, c'est parti. Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une tonne de caca qui va couvrir tous tes blabla. Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une tonne de pipi qui va pourrir tous tes blidis. La Tsar Bomba, je n'en veux pas. 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 Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une tonne de caca qui va couvrir tous tes blabla. Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une tonne de pipi qui va pourrir tous tes bridis. La Tsar Bomba, je n'en veux pas. 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 Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une tonne de caca qui va couvrir tous tes blabla. Vladimir, si tu m'envoies la Tsar Bomba, moi je t'envoie une drôle de chanson qui va détruire tous tes canons. Moi je t'envoie une drôle de chanson qui va détruire tous tes canons. La Tsar Bomba, je n'en veux pas. 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 Bien, Eduardo, la Tsar Bomba. Merci, Eduardo. merci. J'ai enregistré ça chez mon pianiste Patrick Langlade, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Bon, bah, c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce qu'ici, c'est vraiment, on est bien accueillis. C'est une émission exceptionnelle. Merci beaucoup, Eduardo. Merci à toi. Je l'ai tourné avec ça. Regardez, oui, ça coûte se voit, 50 €. Oui, oui. Et je l'ai tourné moi-même. Comme tu as dit, c'est très psychédélique. Ça, c'est psychédélique. Hein? Oui, 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 oui. 50 € la caméra. 50 €. 50 € la caméra. Et le clip, combien? 2 €? Non, le clip, ça coûte rien parce que je l'ai tourné. Tiens, je te prends en photo. Oui, prends-moi en photo. Voilà, merci. Allez, Jules Paris, applaudissements. Donc, Jules Paris s'appelle Le Bal des Cendres chez Plomb. Oui. C'est sorti? Depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Bon, c'est ton 10e livre. 10e un roman, le 10e livre. Oui, c'est ça. Non, pas 10e roman, c'est le 6e roman. Et ces derniers temps, oui, mais là, je vais me calmer un peu. Ah bon, pourquoi? Parce que je passe mon temps à dire à mes écrivains qu'il ne faut pas publier plus d'un livre par an. Et, alors que toi, tu fais le je romps ma promesse, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, non, mais c'est un peu le hasard des calendriers. C'est vraiment pas voulu, en fait. Bon, on va parler de ton parcours assez rapidement, avant de
Voilà, alors ton premier roman s'appelle Papa et Maman sont morts. Yes. Alors, ça parlait de quoi ça? D'un frère et une sœur, frère et une sœur dont les parents meurent dans un accident d'avion et qui décident, après la mort de leurs parents, de se choisir un nouveau père et une nouvelle mère. Très bien. On choisit ses amis, a priori, pas sa famille. Et si c'était le contraire? Parfait. Alors le suivant s'appelle Autobiographie d'une courgette. Best-seller, donc combien d'exemplaires là en 2022? On est à 350 000 350 000 ventes. Il y a eu un film à la télévision, il y a eu un film au cinéma. Un dessin animé, non? Qui a gagné 2 Césars, un film d'animation. Alors j'ai vu qu'il va y avoir une pièce de théâtre. Oui, qui démarre le 9 mai. Qui va à Châtillon-sur-Seine. À Châtillon-sur-Seine. Et après, il y a 30 villes qui vont s'enchaîner entre septembre et mars de l'année prochaine. Comment t'expliques ça, l'histoire de la courgette? En fait, on fête les 20 ans cette année du livre. Il est paru en 2002, ce qui est incroyable. Tu vas faire le Festival d'Avignon avec cette pièce aussi? Oui, au Théâtre des Béliers. Il va être là-bas et il y a d'autres projets encore après sur Courgette. Tu as surveillé un peu comment ils ont... Non, mais j'ai vu la pièce, j'ai pu assister à une lecture et j'ai trouvé ça très fidèle au livre. Il y a un orchestre aussi, c'est très beau. Et chaque comédien interprète 3 rôles différents. Très bien. Et ils sont tous excellents. Alors, tu as fait aussi un recueil de nouvelles. Tu as fait une nouvelle. Non, c'est une nouvelle parmi d'autres nouvelles Non, c'est des nouvelles que j'ai écrites spécialement pour un livre qui est paru chez Gallimard il y a 3-4 ans à peu près. Tu préfères la nouvelle ou les romans? J'aime bien les deux, mais j'aime beaucoup la nouvelle parce qu'en fait, le roman, tu as le temps d'installer un peu ton histoire, que le lecteur s'habitue au lieu, au personnage, à l'histoire. La nouvelle, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la nouvelle, il faut attraper le lecteur avec le premier paragraphe. Donc tu n'as pas d'autre choix. Sinon, si tu chopes pas le lecteur au premier paragraphe, c'est mort. C'est mort. Très bien. Il y a aussi un livre jeunesse. Oui, j'en ai fait 2. J'en ai fait un pour adolescents. Je suis venu ici, on en a parlé ensemble. Je me souviens. Un baiser qui palpite là comme une petite bête. C'était sur le harcèlement scolaire. Et j'ai fait un livre pour enfants à partir de 10 ans qui s'appelle Inventer les couleurs. Alors, tu mets aussi en avant donc, les écrits des autres. C'est donc attaché de presse, c'est ça? Oui, depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Ça permet de faire des rencontres incroyables. Tu as parlé de François Sagan tout à l'heure. Il y a aussi... Tu as rencontré Salman Rushdie? J'ai défendu 8 de ses livres. Je suis arrivé juste après le livre qui avait fait tant scandale. Je suis arrivé sur le 2e livre qu'il avait écrit, Le dernier soupir du mort, donc juste après les versets sataniques. Oui, on s'est très très bien entendu. On s'est beaucoup vu et à Paris et à Londres où il vivait à l'époque. Maintenant, il est plutôt entre les États-Unis et la France. Mais oui, on s'est très bien entendu. Ça a été une chouette collaboration. Alors, j'ai vu que ton père a quitté le foyer familial pour vivre avec une cadette de 20 ans, de 20 ans sa cadette. Alors, il t'a dit que c'était Nathalie Delon, alors que c'était pas du tout... Nathalie Delon, c'était une cause. Je ne sais pas pourquoi il a inventé un truc pareil. Mais oui, mais c'est un truc de fou. Et moi, comme je ne savais pas trop qui était Nathalie Delon, je savais que c'était une actrice, je savais qu'elle avait été, tu vois, elle avait un lien avec Alain Delon, mais... Et quand je l'ai vue la première fois, j'ai cru que c'était Nathalie Delon. Pourquoi j'aurais remis en cause sa parole? Oui, surtout que c'était un mensonge. C'était un mensonge. J'avais 17 ans quand je l'ai vu la première fois. En fait, c'est toi qui le dis. C'était une call girl. Oui, c'était une call girl. Alors, j'ai jamais su où ils s'étaient rencontrés. C'est un truc de fou, c'était un peu tabou, évidemment, on n'en parlait pas. Il était hors de question. Et puis, mais elle a vraiment arrêté son métier pour lui. Elle l'a épousé et elle a totalement arrêté son métier pour vivre avec lui. Ok. Bon, maintenant, on va parler du bal des cendres. Oui. Hein, quand même. Voilà. Oui. Alors, le bal des cendres, c'est les cendres d'un volcan. C'est les cendres d'un volcan. Toute l'histoire se passe à Stromboli. Voilà, Stromboli, ce qui est donc une île éolienne face à la Sicile. Voilà. Et tu es allé là-bas Plein de fois. J'ai justement. Est-ce que c'est autobiographique? Déjà, on va commencer par là. Non, je suis passé une première fois, mais comme souvent, on va à Stromboli, c'est-à-dire que Stromboli n'est pas une destination. On va s'installer une semaine ou 15 jours. Généralement, on y passe 2-3 jours. On y va surtout pour escalader le volcan, pour se balader sur les sentiers et pour rappeler les plages. C'est des plages de sable noir et à 1 mètre du bord, tu n'as plus pied, donc c'est pas tellement familial. Voilà. Pas vraiment, non. Mais les enfants adorent escalader le volcan, en l'occurrence. Ce lieu t'a inspiré ce roman. Ouais, voilà, exactement. Comment tu as eu le déclic? Parce que je me suis dit, si je crée un hôtel qui n'existe pas sur l'île à taille humaine, d'ailleurs, il n'y a pas d'hôtel phare. À Stromboli, ça n'existe pas. Tu as des jolis hôtels, mais tu n'as pas de palace, tu n'as rien de tout ça. Donc l'hôtel dont tu parles existe vraiment? Non, il n'existe pas. Je l'ai totalement inventé. Mais j'ai inventé un hôtel à taille humaine où des vacanciers qui viennent aussi bien de Turquie, de Palerme, de France, de Berlin, d'Uruguay se retrouvent
mêlés entre eux parce qu'ils sont simplement dans le même hôtel, et ils vont donc apprendre à s'apprécier, voire à s'aimer. Avec le temps. C'est une histoire de couple, c'est des couples qui se font, c'est des couples qui se défont également. Oui, c'est ça. Avant, on va pas tout dire parce que pendant et après l'éruption du volcan. Alors il y a Guillaume et Mathéo qui sont les propriétaires de l'hôtel, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils sont d'anciens mercenaires. Oui, ils ont. Pourquoi tu les voyais en mercenaires? Parce qu'il fallait que le père de Julia, qui est un peu l'héroïne du livre, qui est une adolescente de 15 ans, qui est d'ailleurs assez mature. Julia, c'est la fille de Guillaume, c'est ça? C'est la fille de Guillaume, et elle est née le jour où sa mère a disparu. Voilà, le jour, oui, c'est ça. Donc elle porte le nom de sa mère. Elle porte le nom de sa mère, elle ne sait rien de sa mère, on ne lui a jamais montré une photo, on ne lui a jamais dit quoi que ce soit sur sa mère. Et elle en souffre beaucoup parce d'ailleurs, elle voit en chaque femme une mère potentielle, puisqu'on ne lui a jamais dit si sa mère était brune ou blonde ou rousse. Oui, elle aimerait bien le savoir. Alors, c'est incroyable, ça. Chaque personnage parle à son tour. C'est ce qu'on appelle un roman choral. Oui, c'est ça. C'est l'idée qu'on ne sait jamais Comment tu as eu cette idée et pourquoi surtout? Parce que je suis obsédé par ça, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce que les autres pensent. Oui. C'est-à-dire sa propre femme, son propre mari, ses propres amis, les gens qu'on aborde, etc. On n'est jamais sûr à 100% de savoir ce qu'il y a dans leur tête. Oui. Et le roman choral permet justement d'entrer dans la personnalité de chacun des personnages et de savoir en tout cas comment lui se voit. Alors il y a un personnage qui s'appelle Thomas. C'est ça? Oui, alors, photographe. Qui est homosexuel. Oui. Et qui a perdu donc son compagnon, c'est ça? Oui, il l'a perdu en mer. Qui s'appelle Emilio. Voilà, qui est allé nager, qui n'est jamais revenu, et on n'a jamais retrouvé son corps. Sauf qu'en fait, il est vivant. On le découvrira à la fin. Oui, j'aurais peut-être pas dû le dire, excuse-moi. C'est pas grave, tu n'as pas spoilé. Tu m'en veux pas? Non, je ne t'en veux pas. Non, mais c'est parce que c'est incroyable. Quoi. Non, mais je t'en veux pas. Parce qu'il se passe des trucs. Oui, il se passe des trucs fous à la fin, ouais, non, mais absolument. Non, mais c'est... Alors, qui est Lior? Lior est un jeune homme de 25 ans. Traumatisé par sa mère, c'est ça, on peut le dire? À la fois traumatisé, c'est-à-dire qu'il a sauvé sa mère d'une mort certaine, la thrombolie même, et une espèce d'énergie qu'il a eue et qui a ressuscité en quelque sorte sa mère qui était dans une sorte de coma. Et il a beaucoup de mal avec ça parce qu'il y a presque quelque chose d'un peu surnaturel dans la manière dont il l'a guéri, et il ne veut pas l'admettre. D'accord. Et il est devenu océanologue. Il n'a pas de sexualité, il ne sait pas s'il aime les femmes ou les hommes, il n'a jamais essayé en tout cas, parce qu'il a une fascination totale pour ses parents, et il n'a jamais vu un homme à la hauteur de son père, et il n'a jamais vu une femme à la hauteur de sa mère, donc a priori il s'intéresse plus aux poissons qu'aux humains. Bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, mais ça va changer évidemment dans le roman. En tout cas, il se passe plein de choses, je ne vais pas en dire plus. Non, je sais. Je n'ai pas parlé de la fin. Hein. Non, mais tu as intérêt. Oui, je sais. Alors, bon, ça s'appelle Le Bal des Cendres, c'est chez Plomb. Merci à toi. Ah ouais, c'est vraiment bien. Merci à toi. Ça pourrait faire un long métrage d'ailleurs. J'espère, ou une Tous série. Ces personnages, ou une série. Je sais que Plomb y travaille, mais ça va se faire au fur et à mesure des semaines qui viennent. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Les Excellents, qui joue ce soir au Café d'Allan, ce soir et demain à 20h. C'est le groupe de Ramon Pipin. Est-ce que vous connaissez Ramon Pipin, qui avait fondé Odeur, au Bonheur des Dames? Tu la connais de ça hein Peut-être pas vous. Bon, voilà. Donc ça s'appelle Les Excellents. Je les adore. Allez-y et j'ai un clip. Voilà. Je vais vous le montrer. On y va? Allez, c'est parti. Les J'ai voulu acheter mes légumes dans un sex shop. J'aime le rock'n'roll, mon cuir dessous mon jean. Est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, ça fait un mois. Retire ton doigt, retire ton doigt. C'est pas mon doigt, c'est pas mon doigt. C'est pas ton doigt. Comment ça? Soir que j'étais stone dans une boîte, j'ai couché avec Charlie Watts. Papa était un Rolling Stone, pas du tout un voyou, un gay. Il t'a déshérité, mais ses baguettes il t'a régué. Je livre toutes les tables.
les tailles. Elle est petite, toute petite, toute petite, si petite. Voilà les excellents cafés de la danse ce soir et demain à 20h. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Merci à toi de nous avoir invités. Voilà, Eduardo, Lazare Bomba, merci d'être venu. Tu mets pas ta tétine? Non. Vladimir, si tu m'envoies, Lazare Bomba, moi je t'envoie une tonne de caca qui va pourrir tout tes blabla. Merci Eduardo. Le reste sur YouTube. Oui, voilà. Maëlvana, applaudissements. Merci. Non mais il est sympa, on n'est pas peur de lui. Hein. Donc ça s'appelle L'eau qui dort. Très bien. Vincent, applaudissements. Valentin, pardon, Vincent. Valentin Riffard. Donc c'est Lim Live sur ta chaîne YouTube. C'est ça. Ok. Et Gilles Paris, le bal des gendres chez Plomb. Des gendres? Mais des gens, le bal des gendres. Le bal des cendres. Applaudissements pour Gilles Paris. Alors mon public, le bal des... Moi, ça aurait été un bon titre, le bal des gendres. Le bal des gendres, ouais, ça aurait été pas mal. Parfois les gendres, ça peut être des cendres, non? Les cendres, tu sais, ça disparaît vite. Oui. Et les gendres, non? Non, ça reste. Ça reste, c'est ça. Ça s'inclut dans les familles. Le bal des cendres, voilà. Merci à tous les cas d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao à demain et merci. C'était le GLPP.